Bonjour à tous et bienvenue dans ce format court. Alors, c'est un format en fait que je vous fais en ligne pour le cas où vous ayez des absences, pour pouvoir vous remettre à niveau. Et puis, si vous n'avez pas compris quelque chose, c'est aussi l'occasion de revoir, de reprendre des points du cours avec moi en face, même si vous ne pouvez pas intervenir, qui va reprendre le cours. Aujourd'hui, on va voir le chapitre sur l'énergie, c'est notre UAA, et on va prendre les 3 premiers cours. Je vais essayer de faire ça en 10-20 minutes. Alors, quand on parle d'énergie, la première chose qu'on voit, c'est la définition de l'énergie. En fait, c'est loin d'être neutre, parce que l'énergie, c'est quelque chose qui est terriblement difficile à définir, parce que c'est à la fois plein de choses et rien du tout. C'est impalpable, c'est difficile à concevoir. D'ailleurs, ça a beaucoup posé de problèmes dans l'histoire à définir. Les premiers qui ont essayé vraiment de mettre une base sur ce que c'est que l'énergie, c'est des gens comme Pascal, par exemple, qui parlait de calories. Il disait, voilà, c'est une petite particule. Et ça, c'est absolument faux. En fait, l'énergie, ça va être plusieurs choses. Et ça va avoir des liens avec la physique assez complexes. Donc on va essayer de l'aborder gentiment avec des choses qui sont une notion un peu plus simple. Nous, tout simplement, l'énergie, ça va être quoi? Eh bien, ça va être, si je veux donner une définition, la capacité d'un système à produire un travail. Alors, je vais vous l'écrire. L'énergie, c'est la capacité d'un système à fournir, à produire un travail. Alors, pour rappel, un travail, c'est une notion qu'on a déjà vue en 4e. Quand on parle de travail, on va parler de mouvement, mais en fait, on va pouvoir parler aussi de changement d'état, de température, en fait, de luminosité. En fait, c'est pour nous, l'énergie, ça va être tout ce qui permet à un système de fournir des actions. Quand je dis action, bien sûr, le mot est très ouvert, très vague, et on va avoir du coup plein de types d'énergie différents. Alors, quand on parle de type d'énergie, eh ben, on va parler de différentes choses. On va parler, par exemple, celle qu'on a vue en premier lieu dans les classes un peu plus basses, c'était de l'énergie mécanique. Je vais juste marquer 2 pour énergie. Alors l'énergie mécanique, je le rappelle, on le divisait en 2 grandes catégories. D'un côté, j'ai l'énergie potentielle. Alors, l'énergie potentielle, c'était quoi? C'était que quand on avait monté un corps à une certaine hauteur, eh bien, on avait de l'énergie. Et que cette énergie, quand il descendait, il allait la libérer. Et donc c'est le cas, par exemple, quand on a un saut en parachute, on va avoir une libération de cette énergie et le parachute va devoir nous retenir, va devoir fournir un travail pour nous arrêter. Et nous, on va tirer le parachute vers le bas, ce qui va nous permettre de descendre et on va fournir un travail. Le parachute va fournir un travail résistant, donc un travail dans ce cas-là moteur. Donc ça, c'est l'énergie potentielle, et il y a aussi de l'énergie cinétique. Alors, je pourrais rappeler les formules, mais comme on va pas beaucoup en parler, je vais pas les rappeler maintenant. Je voulais juste vous rappeler que l'énergie potentielle, c'est ce qui concerne la hauteur, c'est mgh pour ceux qui s'en rappellent. Et l'énergie cinétique, c'est l'énergie qui est liée à la vitesse. Et donc, là, tout bêtement, plus j'ai un objet qui est lourd et plus il va vite. Rappelez-vous, ça fait appel aussi aux connaissances de 5e. Et donc, quand j'ai, par exemple, une voiture, eh bien,
ma voiture ayant une certaine vitesse, elle dispose d'une certaine quantité d'énergie. Le C égale à 1 demi de mv carré. Encore une fois, pour l'instant, on ne parle pas de ces formules. Je vous les rappellerai si jamais vous en avez l'usage dans les exercices ou ailleurs. Mais voilà, vous avez cette énergie. Et on a vu qu'on pouvait passer d'une énergie potentielle à une énergie cinétique. Comme c'est du rappel, ça me permet par contre de rappeler différentes choses en termes d'unité pour l'énergie. Alors, l'énergie, basiquement, c'est en joules. Donc, l'unité du joule, pardon, l'écriture du joule, hop, le symbole mathématique, c'est J, tout bête. Mais un joule, c'est tout petit. C'est l'énergie qu'il faut pour soulever un objet à 1 mètre de haut. C'est vraiment ridiculement petit. Et donc, le joule, on ne va jamais l'utiliser, ou presque dans la vie de tous les jours. Parce que c'est assez compliqué à prendre en main, c'est une unité qui n'est pas pratique du tout. Et donc, on en a utilisé plein d'autres. Alors, il y a l'unité historique. L'unité historique, c'est la calorie, c'est celle que Pascal a définie. Il a défini pour faire plein de choses qui étaient plutôt fausses, on peut le dire. Mais c'est vrai que c'est une unité qui est restée. Et aujourd'hui, quand on voit sur un paquet de pâtes, par exemple, marqué 200 kilocalories, je dis ça complètement au hasard. Bon, voilà, quand vous mangez 200 kilocalories, ça veut dire que votre corps a absorbé de l'énergie sous une certaine forme. Et donc, la calorie, eh bien, c'est lié au joule. Une calorie, qu'on peut écrire cal, c'est égal en joule à 4,8 joules. Alors, c'est encore tout petit, mais les calories, quand vous les regardez, vous ne regardez jamais des calories. Vous, ce que vous voyez arriver, c'est des kilocalories. Donc, c'est 1000 calories par 1000 calories. Donc, on a ça, on a cette unité, la calorie, on a cette unité, le joule. Et donc, on va pouvoir jongler avec les deux. On en a d'autres. Par exemple, si j'allume une ampoule de, mettons, 6 watts pendant 1 heure, eh ben, on va dire qu'elle a consommé 6 watts-heure. Et ça va être très pratique pour l'électricité parce que beaucoup d'appareils électriques, on connaît la puissance d'un appareil électrique, les watts, c'est la puissance. Et donc, on va pouvoir utiliser une nouvelle unité qui est le watt-heure. 1 watt-heure. C'est 1 watt qui est consommé pendant 1 heure. Et donc, on peut calculer en termes de calories. Je ne vais pas vous de calories, mais surtout de joules. Mais surtout, je vais vous montrer tout bêtement. C'est 3600. Pourquoi ? Parce que 1 watt, c'est un joule consommé en 1 seconde. Ici, j'ai 3600 secondes. Donc, 1 watt-heure, c'est 3600 joules. Alors, tout ça, ça sert. Par exemple, pour l'alimentation, bien sûr, vous, certainement que vous le savez, on parle en kilocalories. Souvent, c'est un abus de langage, on dit 200 calories. Non, c'est pas vrai, c'est pas 200 calories, c'est 200 000 calories. Donc, c'est 200 kilocalories. Rapidement, on compresse, et souvent, on parle de calories plutôt que de kilocalories. C'est pas grave, c'est pas gênant, c'est du langage. Et à côté de ça, donc, on a les watts-heures. Et les watts-heures, ça, c'est une unité qu'on va utiliser pour l'électricité, je vous le disais tout à l'heure, essentiellement. Et ça s'utilise beaucoup pour les factures d'électricité dans les maisons. C'est souvent comme ça que les gens les connaissent. Demandez un petit peu à vos parents combien vous consommez de watts-heure. Et vous saurez, si vous avez par exemple un four de 600 watts qui fonctionne pendant 1 heure, c'est 600 watts-heure. C'est facile à calculer, c'est plus facile à se représenter. Donc on va utiliser ce type d'énergie. Donc voilà, on a l'énergie mécanique. Je vous parlais d'un four, eh bien ça me renvoie directement, ça me tend la perche sur, je vais changer de couleur, ça sera plus joli, l'énergie. Un four, ça sert à faire
de la chaleur, à produire de la chaleur. On va parler d'énergie thermique. Alors ça, c'est simplement avoir une température qui est élevée ou pas. Ceci est un thermomètre, avec des petites graduations, du chaud vers le froid. Et mon énergie thermique, en fait, quand on parle d'un flux, quand il y a une certaine température d'un objet qui est chaud, qui va se transférer vers un objet froid, en fait, c'est pas la température qui se transfère, on parle de chaleur. C'est pas trop grave si vous faites la confusion, je la présente comme ça. Vous pouvez me parler de chaleur, ce sera plus simple pour tout. Alors la chaleur, c'est pas vraiment de l'énergie, c'est un transfert d'énergie d'un corps vers un autre. Et du coup, il va pas avoir E comme symbole, il va avoir Q. Mais c'est la même chose, hein, c'est les joules aussi. C'est juste un échange de joules. C'est un peu de la sémantique, prenez pas trop la tête avec ça. Moi, je parlerai souvent de chaleur parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est de transférer de l'énergie d'un corps qui est chaud vers un corps qui est froid. Donc ça, c'est ce que j'ai avec de l'énergie thermique. Mais mon four, il doit bien avoir une énergie qu'on lui apporte. Il ne peut pas en inventer de l'énergie, lui. Et du coup, cette énergie thermique, il la produit à partir d'autre chose. Et cette autre chose, c'est de l'énergie électrique, en général. Alors, l'énergie électrique, encore, hein, on le sait que cette énergie, voilà, hein, la prise, elle me permet de me faire de la lumière, de la chaleur. En fait, elle me fait plein d'actions. Je vous rappelle, sa capacité d'un système à fournir un travail, une action, quelque chose. L'énergie, donc l'énergie électrique, ça me sert à ça. Pour être un peu plus précis, ça ne va jamais être une source d'énergie, l'électricité, puis ça va jamais être un besoin. J'ai jamais besoin d'électricité. J'ai besoin d'avoir de la lumière dans ma pièce, j'ai besoin d'avoir de la chaleur dans mon four, j'ai pas besoin d'avoir de l'électricité dans ma prise. Même si je veux charger mon téléphone, ce qui m'intéresse, c'est de bouger des composants dans le téléphone, c'est de la microélectronique, du magnétisme, mais c'est jamais de l'électricité. L'électricité en soi n'est jamais un but en soi, à part une clôture électrique, mais c'est un peu limité, quoi. Et donc, on parlera, en fait, de vecteurs énergétiques. Là encore, je garde ça pour un peu plus tard. On verra un chapitre précis pour l'énergie électrique, et donc on le reverra un peu plus en détail à ce moment-là. Bon, je vous disais, une ampoule. Une ampoule telle que j'ai ici, j'en ai à gauche à droite pour que vous me voyez. Cette ampoule, elle utilise de l'électricité. Mais elle utilise de l'électricité pour me produire quoi? Eh bien, elle utilise de l'électricité pour me produire de la lumière. On parlera d'énergie lumineuse. Et pour être un peu plus précis, on va parler d'énergie électromagnétique. Voilà. C'est typiquement l'énergie qu'on reçoit du soleil. C'est typiquement cette énergie qui fait que quand on reçoit cette énergie, nos capteurs photosensibles vont pouvoir dire « Ah, tiens, il y a de la lumière blanche, la lumière bleue, et va pouvoir faire de la distinction de couleurs. » C'est une énergie qui est super importante sur Terre, parce que la seule énergie qui vient de la Terre et qui nous est ramenée, c'est cette énergie-là, c'est cette énergie du soleil qui va, par exemple, permettre par la photosynthèse aux plantes de grandir. Une plante, elle grandit comment? Elle grandit en attrapant le carbone du CO2 et elle sépare le carbone de l'oxygène, elle rejette l'oxygène que nous on va devoir utiliser, et elle va pouvoir, avec ce carbone, empiler. Et là, besoin pour ça d'énergie, c'est l'énergie lumineuse. Parce que sinon, en fait, le CO2, c'est une molécule qui est très stable, très fiable, et du coup, il est difficile de casser cette énergie. On a besoin de casser cette molécule, on a besoin d'énergie, on a besoin de taper un grand coup dessus pour l'écarter. Et pour ça, la plante, elle utilise de l'énergie lumineuse. Nous, on est incapable de le faire, ça ne veut pas dire que la nature ne peut pas. Et la plante va s'en servir pour récupérer du carbone et pour pouvoir en prendre dans son environnement. Donc voilà, j'ai cette énergie lumineuse, et j'en parlais justement maintenant. Ok, mais moi, la
photosynthèse, je vais pas en faire. Du coup, moi je mange des plantes, ok, bah, c'est du carbone que j'absorbe. Pour faire simple, hein, c'est des chaînes de carbone avec de l'hydrogène. Voilà, je vais faire un peu beaucoup plus simple. Pour moi, j'absorbe du carbone. J'inspire de l'oxygène et je vais brûler du carbone, vraiment comme du bois hein, dont on met le feu, et de l'oxygène, et ça va me permettre à moi, cette combustion-là, on a vu qu'une combustion, c'était de la chaleur, je vais avoir des transferts qui sont un peu différents, je vais récupérer cette énergie, je vais l'exploiter, et je pourrai en faire quelque chose. Ce dont je vous parle là, c'est un type d'énergie qu'on n'a pas encore vu, c'est de l'énergie qui est chimique. L'énergie chimique, est-ce que j'ai encore une couleur? On va mettre ça en orange. Alors, l'énergie chimique, hein, c'est une appellation un peu bâtarde, pour être très honnête. Ces catégories ne sont pas aussi figées, fixes et complètes que ce qu'on pourrait mettre. On pourrait mettre d'autres choses, mais on va rester déjà là-dessus. Et donc, dans l'énergie chimique, j'entends plusieurs choses. Hein. J'entends tout ce qui est capacité d'un système à faire des transformations chimiques pour ressortir une action. Et donc, par exemple, hein, si j'ai de l'essence, je transforme l'essence en énergie, je transforme en mélangeant avec de l'oxygène et en mettant le feu, ça me fait de la chaleur et ça peut me faire bouger une voiture. Je finis juste, et puis je reviens un petit peu là-dessus, j'ai plein de choses intéressantes à dire. Je finis juste parce que ça fait partie de nos chapitres, c'est l'énergie qui provient de nos centrales électriques, qui est pour une bonne partie de l'énergie nucléaire. Voilà. C'est un peu partisan, hein, mais c'est pour rigoler que je vous mets le symbole. Donc, on a ces types d'énergie. Souvent, l'énergie chimique, ça va être du pétrole. Donc, nous, on va l'avoir en baril. C'est ce dont on va parler, mais l'énergie chimique, notre corps est bourré d'énergie chimique. Il ne fait que ça. De faire des transferts d'un sort à d'un autre. Par exemple, nous, on mange du sucre, on fait de la graisse pour le stocker. Quand on mange de la graisse, on peut la transformer directement, la stocker directement, mais sous d'autres formes. Et donc, ça va être des choses qui sont un peu compliquées. Mais déjà, la première chose que je veux que vous compreniez, et c'est super important, c'est que tout ça, c'est une histoire de transfert. Et c'est là que c'est difficile à définir l'énergie, c'est parce que c'est plein de choses, et en même temps, on ressent un petit peu ce que c'est. Tout ça, ça nous permet de bouger, de chauffer, de faire de la lumière, plein d'actions, tous les verbes de l'action s'attendent là. Et donc, on a ces différents types d'énergie qui vont nous permettre de faire ça. Et surtout, je vais pouvoir transformer une énergie en une autre. Ce que je rentre dans une voiture, par exemple, c'est de l'énergie chimique. A priori, je rentre de l'essence. Et cette énergie chimique, je la prends et je vais la mettre dans de l'énergie cinétique. Voilà. Et en passant de l'énergie chimique, je ne peux pas la transformer directement en énergie cinétique, il va falloir que je passe par un moteur qui va me transformer en chaleur, et la chaleur, je vais l'exploiter pour la transformer en énergie cinétique. Pareil, un moteur, une ampoule électrique, elle me prend de l'énergie électrique et elle rejette de la lumière. Donc tous mes systèmes vont avoir un peu besoin de ça et vont produire ça et vont permettre d'avoir différents échanges, de faire plein de choses intéressantes avec, qui vont nous permettre de bouger, de vivre tout simplement, parce qu'on a besoin de tout ça pour faire des actions. Et c'est indispensable. Notre corps, par exemple, pour réfléchir, mes neurones vont produire de l'électricité. Dès que j'en ai plus, ça veut dire que mon cerveau s'est arrêté, pour simplifier un petit peu. J'ai besoin que mon corps soit à une température fixe, donc j'ai des transferts d'énergie thermique. Toute cette énergie, elle va être produite à partir d'énergie chimique que je récupère en mangeant des sucres et que je stocke sous forme de graisse. Et bon, l'énergie lumineuse, c'est vrai que j'en produis pas des masses, par contre j'en ai besoin pour voir, par exemple. Puis si on regarde avec les infrarouges, on va peut-être voir quelque chose. Et ça va me permettre de bouger, de récupérer l'énergie potentielle, c'est dit, l'énergie mécanique. Voilà.
C'est des grandes catégories, et on est tenté, quand on parle d'énergie, de parler d'énergie renouvelable, d'énergie fossile. Ça, c'est des appellations qui sont pas scientifiques dans le sens type d'énergie. Ils sont scientifiques dans d'autres domaines, on verra plus tard ces définitions. Mais pourquoi? Quand je prends par exemple une éolienne, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça utilise le vent. Le vent, c'est quoi? C'est le mouvement de particules pour déplacer des balles et produire de l'électricité. Si je dis du mouvement de particules, je parle bien d'énergie cinétique à un moment donné. Donc je suis dans l'énergie mécanique. Une éolienne, ça consomme de l'énergie mécanique et ça le transforme en énergie cinétique. On parle d'énergie fossile. L'énergie fossile, c'est quoi? C'est du charbon. Le charbon, nous on le brûle, donc c'est de l'énergie qui est chimique, qu'on transforme en une énergie calorifique, en chaleur en fait. Et donc on va avoir un transfert d'énergie chimique vers de la chaleur. Et donc encore une fois, hein, c'est une catégorie, c'est une sous-catégorie. Alors, mon éolienne, je l'ai là, je sais qu'elle absorbe quelque chose, qu'elle renvoie quelque chose. On va essayer de spécifier un petit peu comment ça marche pour l'instant. Je vous l'efface. Et on va essayer de la réutiliser, cette éolienne. Je me la garde dans un coin de la tête, on l'utilise tout de suite. Alors, je vais reprendre un ou deux fondamentaux de l'énergie. La première chose, c'est les différents types d'énergie. La deuxième, c'est qu'on a vu qu'on pouvait transformer un type d'énergie en un autre. Mais globalement, dans un système fermé, alors pour faire simple, dans l'univers, mais sur Terre, on a le Soleil qui apporte de l'énergie. À part ça, ça se conserve. Tout ce qui rentre dans un système, tout ce qui est dans un système, c'est conservé. Je n'ai pas d'énergie qui disparaît, je n'ai jamais d'énergie qui apparaît. L'énergie, ça peut se transférer, transformer d'une source en une autre et se mélanger les unes les autres, mais ça n'apparaît et ça ne disparaît jamais. Et c'est un principe qui est fondamental. C'est même un principe essentiel en thermodynamique. L'énergie, en quantité, se conserve. C'est vraiment important. L'énergie se conserve. Et ça, c'est ce qu'on appelle le principe de conservation de l'énergie. Alors, c'est super important pour tous les systèmes, absolument tous. Pourquoi? Parce que dès que je vais vouloir faire quelque chose, dès que je vais vouloir faire une action, un travail, je vais avoir besoin, à un moment donné, d'énergie, puisque je dis que je ne peux pas faire apparaître l'énergie, que je peux juste faire des transferts de l'un à l'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai un système tel qu'il soit, ça, c'est une boîte, un système. Ça, c'est ce que j'appelle la boîte dans mon cours. Ça me permet de présenter globalement les flux d'énergie. Eh bien, mon système, pour fonctionner, il va vouloir produire quelque chose. Ce qu'il produit, c'est de l'énergie que j'appelle utile. Elle est utile parce que moi, c'est ce que je recherche. C'est par exemple, si je prends un radiateur, ce qui m'intéresse, c'est qu'il chauffe. Si je prends mon éolienne, ce qui m'intéresse, c'est que mon éolienne, elle me fasse de l'électricité. Donc, dans mon énergie utile, j'ai le besoin, ce à quoi ça sert. Et cette énergie qui est dite utile, elle va être produite à partir de quelque chose. J'ai forcément, à un moment donné, besoin, pour fabriquer de l'électricité, d'une source d'énergie. Et donc, elle va avoir besoin d'absorber de l'énergie. On appelle ça l'énergie absorbée.
j'ai de l'énergie utile, j'ai de l'énergie absorbée, c'est bien. C'est un système qui est idéal. Un système idéal, il a autant de production qui est utile que ce qu'il absorbe d'énergie. Et là, j'aurai un système qui est génial. Pourquoi ? Parce qu'il ne perd absolument aucune énergie. Il est pile poil ce qu'il me faut. Et ça n'existe pas. Ça n'existe vraiment, vraiment pas. Dans tous les systèmes, quels qu'ils soient, j'ai toujours ce qu'on appelle des pertes. Alors, l'énergie perdue, on peut mettre soit perte, soit énergie perdue. Et tous les systèmes fonctionnent sur ce système, sur ce transfert, de sorte que dans un système donné, je vais mettre entre parenthèses tout ce qui est stocké dans le système, mais on se rend bien compte qu'on peut avoir de l'énergie qui est stockée, qui est absorbée, et qui n'est pas tout de suite rejetée, par exemple des piles. Mais une pile, ça va faire quoi ? Ça va absorber de l'énergie électrique, par exemple, la stocker sous forme d'énergie chimique, et la renvoyer sous forme d'énergie électrique. Et ce stock, il reste ici au milieu. On va parler, nous, plutôt de flux continu d'énergie. Et pour faire simple, tout ce qui rentre, c'est égal à tout ce qui sort. Et donc j'ai autant, il faut imaginer ça un petit peu comme un flux de rivière. Tout ce que je rentre, je peux mettre un barrage, ça va faire monter, mais au bout d'un moment, ça va quand même sortir. Tout ce que je rentre, c'est égal à tout ce que je sors. Je ne vais pas créer d'eau dans mon barrage, et je ne vais pas avoir d'eau qui va disparaître. Je peux avoir des pertes dans mon barrage, je peux avoir de l'évaporation, par exemple, c'est de pertes. Mais si je prends, c'est vraiment, il faut imaginer l'énergie comme un flux, comme un transfert continu. Et j'ai autant d'énergie absorbée que ce que je vais avoir d'énergie utile plus de pertes. Donc l'énergie absorbée, c'est égal à l'énergie utile plus les pertes. Ok, mais là, il est intéressant de savoir, ok, est-ce que mon système, il produit super bien d'énergie ou est-ce qu'il est complètement pourri ? Alors pour ça, je vais avoir besoin, en fait, de faire un petit peu le lien entre ce qu'il envoie et ce qui ressort de positif de mon système et par rapport à ce qu'il perd. Le mieux, ce serait de faire une sorte de pourcentage entre ce qui sert et ce qu'il a absorbé. Par exemple, en admettant que mon système, il est, je sais pas, à 50% d'énergie utile, ça voudrait dire qu'il marche à moitié avec l'énergie qu'il absorbe, et tout le reste, ça part à la poubelle. Eh bien, c'est une notion qui existe, qui est très utilisée, c'est la notion de rendement. Promis, c'est la dernière qu'on voit, après on fait un ou deux petits exercices. Alors, la notion de rendement, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout bêtement le pourcentage de réussite de mon système. Et le rendement, on l'écrit avec un état. Si je ne me trompe pas, j'ai toujours été nul en grec. C'est cette lettre-là, c'est une sorte de N avec une petite queue. Paniquez pas si vous l'avez jamais vu, c'est vraiment juste un symbole qui est fait pour le rendement et qui ne définit que ça pour nous. Le rendement, ça n'a pas d'unité, c'est juste un pourcentage, c'est qu'est-ce qui va vraiment servir. Et donc le rendement, je peux l'écrire sous cette forme, c'est l'énergie utile divisée par l'énergie absorbée. Donc EU sur EA, si vous ne voyez pas. Ok, tout ça, c'est la théorie. On va essayer maintenant de prendre un ou deux exemples et d'essayer de faire un peu de concret et de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Du coup, moi, je vais effacer tout mon tableau et je vais juste garder ceci et puis la définition de l'énergie qui est important. Et on verra. Donc gardez bien ça en tête, notez-les s'il faut, on revient tout de suite.
Et voilà, je vous avais bien dit que ce serait pas long. Donc, eh bien, on va essayer, hein, on va faire quelques petits exercices avec ça, et puis on va voir un petit peu ce qu'on peut en tirer. La première chose qu'on va faire, hein, c'est on va prendre un système. Alors, en système, on va commencer par faire quelque chose d'assez simple, c'est on va prendre une ampoule. Ça, c'est un système. Cette ampoule, bah déjà, je vais essayer de définir ce qu'elle a comme énergie absorbée. Qu'est-ce qu'elle a comme énergie utile et ce qu'elle a en énergie perdue. Donc déjà, une ampoule, qu'est-ce que ça absorbe? De quoi ça a besoin? Qu'est-ce que je rentre dans une ampoule en termes d'énergie? Voilà, vous y pensez tous. Qu'est-ce qui se passe si j'alimente pas une ampoule? Elle s'éteint. Oui, j'alimente en quoi? J'alimente en électricité. Donc l'énergie absorbée, c'est de l'énergie électrique. Je vais juste marquer la carte. Ça, c'est ce que je rentre dans mon ampoule. Ok, je rentre de l'énergie électrique. Qu'est-ce que j'en sors? Ça me sert à quoi? L'énergie utile d'une ampoule. Une ampoule, ça sert à quoi? Pas de mystère là-dessus, ça sert à faire de la lumière. Donc l'énergie utile, c'est de l'énergie lumineuse. Pas très compliqué jusque-là. Mais une ampoule, le problème, c'est que ça a des pertes, hein, comme tous les systèmes. Dans beaucoup de cas, c'est toujours la même chose. Si vous mettez la main sur une ampoule, il va se passer quoi? Faites pas ça. Pourquoi? Parce que ça brûle. Ça brûle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est chaud. Ça veut dire qu'elle perd de l'énergie sous forme de chaleur. Donc l'énergie perdue, c'est de l'énergie thermique sous forme, alors le flux, hein, je vous ai dit que c'était sous forme de chaleur, Q. On peut écrire énergie thermique, ça ne dérange pas, soyons un peu plus précis, on va parler de chaleur ici. Ok. Mettons qu'on ait un rendement, aujourd'hui dans les ampoules on a plutôt des bons rendements, on va dire que cette ampoule là que j'ai a un rendement de 60%. Ce sera parfait. Donc, je sais que le rendement est de 60%. Si je mets 10 joules d'énergie dans mon ampoule, qu'est-ce que j'ai comme énergie lumineuse qui va sortir de mon ampoule et qu'est-ce que j'ai comme énergie de perte, comme énergie thermique, calorifique, comme flux de chaleur qui va sortir et qui va être perdu dans l'environnement. Bon, bah on va reprendre ma formule du rendement qui est ici. Je sais que le rendement, c'est EU sur A. Bon, ici, j'ai pas vraiment besoin de faire le calcul, c'est 60% de 10 joules, du coup, je vais pouvoir le faire directement. Mais on va essayer de faire les choses bien, on va poser le calcul directement. Donc, ça veut dire quoi? Si je continue à poser mes équations, EA, je vais le remonter de ce côté, et donc mon énergie utile, c'est égal à EA fois le rendement. Retenez pas cette formule, hein, sachez la retrouver. Vous mettez pas des formules en tête qui ne servent à rien. Bon, là j'ai tout, hein. Le rendement je l'ai, EA je l'ai, et donc je peux dire que c'est 10 fois 60%. Alors 60%, vous pouvez écrire 60 divisé par 100. Par habitude, moi j'écris plutôt 0,6. Les rendements sont souvent, hein, c'est tout le temps un pourcentage et c'est tout le temps inférieur à 100%. Du coup, on va toujours avoir des chiffres qui sont de cet ordre-là. Donc ici, j'ai dit 10 joules fois 0,6, 60%. Allez, pour la première fois, je vous mets 60%.
Bon, bien. Le résultat, il est facile à retrouver. Mon énergie utile, elle est donc de 10 fois 60%, 6 joules. Si je rentre 10 joules dans mon ampoule, je ressors 6 joules d'énergie lumineuse. Bon, ok, je veux savoir combien j'ai de pertes aussi sur mon ampoule. Alors, je pourrais parler de rendement de perte en disant il y a 40% qui est inutile et refaire le même calcul. On va pas le faire parce que on va utiliser la deuxième formule qu'on a. Je sais que mon énergie absorbée, c'est l'énergie utile plus les pertes. L'énergie absorbée, c'est l'énergie utile plus les pertes. Excusez-moi, je me mélange dans mes crayons. Et donc, je peux isoler les pertes en disant que les pertes, finalement, c'est l'énergie absorbée moins l'énergie utile. Moins l'énergie utile. Et donc, vous voyez où je veux en venir. J'absorbe 10 joules, j'en ai 6 qui me servent. Combien j'en ai qui me servent à rien? C'est vraiment juste comme ça qu'il faut le voir. Et donc, le résultat, je vais pas réécrire une ligne. Ça fait combien de joules? 4. 10, moins 6. Alors, rien de très compliqué, un petit peu de pratique et ça marche. Je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Ça me permet déjà de faire un certain nombre d'exercices. On va en refaire un vite fait bien fait. Je vous avais promis de refaire les éoliennes. Eh bien, on va refaire les éoliennes. Alors, les éoliennes, il se trouve que ça a un rendement qui est complètement pourri. Pourquoi ça a un rendement pourri? Tout bêtement parce que c'est difficile d'attraper tout le vent. C'est même relativement impossible pour des raisons d'aérodynamisme, bête et méchante. Et du coup, une éolienne, elle va attraper seulement une toute petite partie du vent, elle va beaucoup le déformer, le tourner, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Le vent, on en a à peu près autant qu'on veut. Du coup, le rendement d'une éolienne, c'est pas ce qu'il y a de plus crucial. Il vaut mieux qu'une éolienne soit peu chère, qu'elle produise beaucoup, plutôt que ce qu'elle ait un bon rendement. De toute façon, du vent, on en aura toujours, on n'arrivera jamais à l'épuiser, c'est pas possible. Et du coup, si je reprends mon éolienne, alors je vais changer un petit peu les données, je vais juste chercher à calculer le rendement cette fois-ci. Donc mon éolienne. J'ai mon retour vidéo ici, d'où le fait que je regarde de temps en temps si je sors pas du cadre. Moi j'ai encore quelques centimètres en dessous. Du coup, mon éolienne, si je dis que elle me produit, je vais dire n'importe quoi, on parlait de water, si je dis que j'ai une éolienne de maison qui va me produire 300 water, c'est quoi comme type d'énergie déjà? Une éolienne, ça a besoin de quoi pour fonctionner? Ça a besoin de vent. Le vent, on a dit que c'était de l'énergie mécanique. Je sors. Cette énergie mécanique, on a dit qu'elle était égale à 300 watt-heure. Alors, je pourrais parler en joules. C'est pas très logique pour le vent de parler en watt-heure. On va simplifier, on va rester en watt-heure. Mais sinon, il faudrait que je fasse des traductions d'une façon ou d'une autre. On voit, on peut faire la petite règle 3. Vous savez faire, si vous ne savez pas faire, je vous conseille de vous entraîner à le faire. Moi, je ne vais pas perdre de temps ici dessus, on serait en place, on prendra un peu de temps, mais là, j'ai pas vraiment.
Donc, j'ai mon éolienne qui a une consommation de 300 Wh. Si je sais que derrière, sur cette consommation en vent, en énergie mécanique, elle va me produire que 30 Wh, en énergie utile, elle va être, c'est de l'énergie. Elle produit quoi l'éolienne? Elle produit de l'électricité, c'est de l'énergie électrique. Donc, elle produit 30 Wh. J'ai des pertes, alors les pertes, elles sont un peu mélangées ici, c'est difficile de savoir exactement de quoi on parle quand on parle des pertes pour une éolienne. Essentiellement, tout bêtement, elle perd du vent. Elle ne prend pas une grande partie du vent qui rentre autour d'elle. Du coup, en réalité, elle a beaucoup de pertes en énergie mécanique. Elle a des pertes en chaleur aussi, elle a des pertes en magnétisme, enfin tout ce que vous voulez. Moi, je vais mettre de l'énergie mécanique. Et donc voilà, j'ai mon éolienne qui perd du vent essentiellement. Si j'ai 300 Wh en entrée et qu'à la fin j'ai plus que 30, ben on voit que ça c'est 10%. Et on a jeté 90% à la poubelle. Donc si je regarde l'énergie mécanique que j'ai, je peux faire le calcul. Si je fais 300 moins 30, ça me fait 270 Wh. Ok, j'ai donc perdu beaucoup, mais encore une fois, c'est pas grave pour une éolienne, du vent on en a. Donc c'est pas un problème d'avoir beaucoup de pertes. Je vous disais que ça c'est 10% de 300, du coup je peux simplement écrire que le rendement est de 10%. Il me reste un dernier petit mot, mais vous allez voir, c'est plutôt simple si on a quelques petits rappels de quatrième, mais de toute façon, je vais vous le redéfinir rapidement. Il faut que vous rappeliez ce que c'est que l'énergie et ce que c'est que la puissance, telle que définie en quatrième. La puissance, c'est de l'énergie qui est consommée à chaque seconde. Donc, de l'énergie par seconde. La puissance, c'est simplement ça, c'est sa définition. C'est combien je consomme de joules par seconde. 1 watt, c'est 1 joule consommé en une seconde. Donc, elle s'exprime en watts, sa puissance. Et l'unité du watt, c'est W. Ah oui, ça fait lien, forcément, si je le fais dans l'autre sens, l'énergie c'est la puissance fois le temps, puissance, watt, fois le temps, heure, d'où le fait que ce soit des wattheures. Ça c'est important pour moi, parce que du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que je considère pas le système qui a consommé en un certain temps une certaine quantité d'énergie. Là je regarde une seconde. Qu'il l'ait consommé ou pas, je regarde qu'est-ce qu'il consomme, qu'est-ce qu'il produit par seconde. Et du coup, ça va me permettre de reprendre tout ça, mais plutôt que de prendre l'énergie absorbée, et bien cette fois-ci, je vais pouvoir parler de la puissance absorbée. Je vais souligner pour faire un petit peu la différence. Et la puissance absorbée, c'est quoi? C'est la puissance utile plus la puissance perdue. En fait, la seule différence, c'est que là, je regarde une seconde par une seconde et je regarde comment ça évolue. Évidemment, c'est pareil. Je peux écrire PA égale PU plus PP. Et le rendement, je peux aussi écrire que le rendement, c'est PU sur PA. En fait, tout ça, que je parle d'énergie ou que je parle de puissance, la seule différence, c'est que la puissance va regarder à chaque seconde ce que je vais consommer en énergie. Et du coup, tout ce que je fais ici,
Ça marche exactement pareil, avec une puissance. Sauf que évidemment, plutôt que parler en joules, je vais parler en watts. Donc mon ampoule, si j'ai une ampoule de 10 watts, elle va me produire 6 watts d'énergie lumineuse, et elle va perdre 4 watts de puissance électrique. Ça fait déjà beaucoup de choses, je sais, mais c'est pas grave, c'est intéressant, et ça nous permet de poser des bases, savoir ce que c'est qu'un système, de l'énergie, les transferts d'énergie, beaucoup de choses déjà. Merci d'avoir écouté, c'est vraiment bien si vous avez resté jusqu'au bout. Croyez-moi, il faut être un peu courageux, je le sais, mais c'est les formats qui sont importants si jamais vous ratez des cours, parce que un petit format court, eh bien, ça permet d'avoir un petit peu toute la synthèse qui est faite de ce qu'on a dit. Et ça, pour donner une idée, exercice en plus, ça me prend 3 séances, que ici on va voir en 20-30 minutes. Je vous remercie à tous, et n'hésitez pas à me poser des commentaires dans cette vidéo, ou mieux sur les plateformes qu'on a à disposition, ou en classe si jamais vous avez besoin. Je vais tout de suite vous préparer la nouvelle vidéo, et je vous souhaite un bon courage, un bon travail surtout. Au revoir. Ce machin est horrible à effacer. C'est super intéressant, hein. C'est un super moyen, mais c'est horrible à effacer. Je passe 5 minutes à chaque fois.